Bienvenue à cette exploration des principes diététiques clés pour la gestion du diabète. On va plonger ensemble dans des extraits d'un document qui s'appelle Principes diététiques du diabète, contrôle glycémique et IG. L'objectif, il est assez clair, hein, aider à maîtriser la glycémie, éviter ces fameux pics de sucre après les repas, et puis aussi mieux gérer la résistance à l'insuline. C'est un enjeu majeur, on le sait, surtout dans le diabète de type 2. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer tout ça, d'en extraire l'essentiel pour comprendre comment l'alimentation peut être un vrai levier d'action. Effectivement. Et avant même d'entrer dans le vif du sujet, il y a un point qui me semble fondamental, que la source souligne bien d'ailleurs, c'est l'importance d'aller voir un diététiste nutritionniste. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'un bon plan alimentaire, c'est forcément personnalisé. Ça doit coller au mode de vie, au goût de la personne, à son état de santé, bien sûr. Donc ce dont on va discuter là, ce sont plutôt les grands principes généraux qui ressortent de ce document. Parfait, c'est bien posé. Alors, on commence par où? Les glucides, j'imagine. Le document les met vraiment au centre. Logique, oui, parce qu'ils ont l'impact le plus direct sur la glycémie. Et là, il y a deux concepts clés qui reviennent tout le temps. L'index glycémique, l'IG, et la charge glycémique, la CG. L'IG, on en entend pas mal parler. C'est cette idée de classer les aliments. Exactement. L'IG, ça classe les aliments selon la vitesse à laquelle ils font monter le sucre dans le sang après qu'on les ait mangés. L'idée de base, elle est assez simple. Il faut privilégier les aliments à IG bas. Généralement, on dit 55 ou moins. Pourquoi? Parce que ces aliments-là, ils libèrent leur glucose plus lentement, de manière plus progressive. Ça aide à garder une glycémie plus stable, sans les montagnes russes, quoi. D'accord, mais le document, il va plus loin. Il parle aussi de la charge glycémique. C'est quoi l'intérêt d'ajouter cette notion de CG? Ah, c'est une très bonne remarque. La charge glycémique, ou CG, beaucoup la considèrent comme plus complète, plus proche de la réalité de ce qu'on mange, vraiment. L'IG, il dit juste à quelle vitesse ça monte, mais il ne dit rien sur la quantité de glucides qu'il y a dans une portion normale. Ah oui, je vois. Un exemple peut-être. Prenons la pastèque. Son IG est assez élevé, mais en fait, il n'y a pas tant de glucides que ça dans une tranche normale. Donc sa charge glycémique, elle, sera faible. À l'inverse, un aliment avec un IG moyen, si on en mange beaucoup, sa charge glycémique peut devenir élevée. D'accord. Donc l'ACG, elle combine les deux, hein, la qualité du glucide via l'IG et la quantité mangée. L'objectif devient alors plus pertinent, c'est de viser des repas avec une charge glycémique totale qui reste modérée. Et comment on fait ça concrètement? Le plus simple, c'est justement de construire ces repas principalement avec des aliments qui ont un faible index glycémique. L'un mène à l'autre. Ok, c'est beaucoup plus clair comme ça. On vise une CG modérée pour le repas entier, en choisissant surtout des aliments à IG bas. Et il y a une autre idée forte qui ressortait, c'était la répartition. Pas selon quoi manger, mais aussi quand. Le document suggère de bien répartir les glucides sur la journée. Il parle d'un objectif de 40 à 55% des calories totales. Pourquoi c'est si important de les répartir? Alors, cette répartition uniforme, elle sert à éviter de surcharger le corps avec trop de glucides d'un coup. En étalant les apports, on aide le pancréas à faire son travail ou on optimise l'action de l'insuline qu'on s'injecte. Ça donne une glycémie plus lisse, sans gros pics après les repas, ni de creux trop marqués entre eux. C'est une question de régularité en fait. Logique. Bon, maintenant qu'on a compris l'IG, la CG, la répartition, voyons comment ça se traduit dans l'assiette. Quels sont les aliments qui sont mis en avant au bébé? Le fil conducteur, ça a l'air d'être beaucoup de fibres, des protéines, des bonnes graisses et le moins transformé possible. C'est ça, hein. C'est tout à fait ça. Commençons par les légumes. La recommandation est assez visuelle. La moitié de l'assiette au moins. C'est énorme, non? Oui, c'est une image forte, mais elle est justifiée. La plupart des légumes, ceux qui ne sont pas riches en amidon, ont un IG qui est bas. Et puis ils apportent des fibres, des vitamines, des minéraux, pour très peu de calories. On pense aux légumes verts à feuilles, comme les épinards, le kale, aux crucifères, brocolis, choux-fleurs, courgettes, haricots verts. C'est vraiment la base. Et pour certains légumes qui feront parfois débat, comme les carottes, la source dit que cru, c'est un bon choix, avec un IG de 20 seulement. Pareil pour les tomates, IG 15. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ça montre surtout qu'il ne faut pas diaboliser certains légumes juste parce qu'on pense qu'ils sont sucrés. L'IG réel, surtout quand ils sont crus, peut être bas. Et même cuits, s'ils sont en quantité raisonnable et mangés avec des fibres, des protéines à côté, leur impact reste tout à fait gérable. La source cite même l'artichaut, le concombre, le poivron, l'asperge, l'aubergine, comme des légumes qu'on peut manger presque sans compter. Ils calent bien, sans peser sur la glycémie. D'accord. Et les fruits alors?
hein. On dit 2, 3 portions par jour et plutôt entier qu'en jus. Quels sont les meilleurs choix? Alors là, le document insiste sur les fruits à faible IG. Les petits fruits rouges et noirs, genre fraises, framboises, myrtilles, mûres, c'est excellent. Peu sucré, plein d'antioxydants. Le pamplemousse, les pommes, les poires, c'est aussi des classiques qui marchent bien. Et puis, il y a l'avocat. Ah oui, l'avocat, souvent classé avec les fruits. Oui, et c'est une vraie star dans ce contexte. IG très bas, autour de 15. Il est riche en bonnes graisses, les monoinsaturés, et en fibres. Il cale bien, et son profil nutritionnel est top. Intéressant l'avocat. Passons aux protéines maintenant. Le document dit qu'elles sont essentielles pour stabiliser la glycémie et pour la satiété. Et le point clé, IG de 0. Exact. Comment ça marche cette stabilisation? Comment les protéines aident concrètement? Mais il y a plusieurs facteurs. D'abord, comme vous l'avez dit, les protéines pures, ça n'apporte pas de glucides, donc pas d'impact direct sur la glycémie, IG0. Ensuite, leur digestion est plus lente que celle des sucres simples. Quand on met des protéines dans un repas, ça ralentit l'absorption globale des glucides de ce repas, ça lisse la courbe de glycémie après manger. Et enfin, les protéines, ça stimule la libération d'hormones dans l'intestin qui augmentent la sensation d'être rassasié et ça peut même améliorer un peu la sensibilité à l'insuline sur le court terme. Donc c'est un allié stratégique. Très clair. Et on les trouve où, ces protéines? Le document donne plein d'exemples. Poissons, surtout les gras, comme le saumon, maquereau, sardines, pour les oméga 3. Oui, 2-3 fois par semaine, c'est recommandé pour les oméga 3. Volaille maigre aussi, poulet, dinde sans la peau, les œufs, encore eux, avec leur IG0, et puis les options végétales comme le tofu, le tempeh, IG bas vers 15, et les légumineuses. On va y revenir aux légumineuses. Oui, et la viande rouge maigre avec modération. Ça couvre pas mal de choses. Justement, les légumineuses, haricots secs, lentilles, pois chiches, elles sont aussi du côté des bons aliments, recommandées au moins 2 fois par semaine. Pourquoi elles sont si bien? Ah, les légumineuses, c'est un peu les championnes, surtout ici. Elles combinent un IG bas à modéré avec beaucoup de fibres, solubles et insolubles, et des protéines végétales. C'est ce mélange unique qui fait qu'elles libèrent leur énergie très lentement, qu'elles calent super bien et qu'elles sont bonnes pour le transit. Très complètes. D'accord. Et pour les autres féculents, comme les céréales, qui devraient occuper environ un quart de l'assiette, c'est ça? Oui, à peu près un quart. Là, le choix a l'air vraiment important. Ah oui, là, il faut être vigilant. L'orientation est claire. Toujours privilégier les grands entiers, non raffinés, et choisir ceux qui ont un IG bas ou modéré. Le document donne des exemples. Les flocons d'avoine, IG50, connus pour leur fibre bêta-glucane. Le quinoa, IG50 aussi, qui est en plus une protéine complète. Exact. Pour le riz, plutôt brun, basmati ou sauvage que le riz blanc classique. Pour le pain, 100% intégral ou de seigle. Et il y a une mention intéressante sur le pain au levain, qui aurait un IG plus bas. Oui, c'est ça. La fermentation longue au levain développe une certaine acidité qui ralentit la digestion de l'amidon du pain. Du coup, l'IG baisse un peu. Fascinant. Et puis, il y avait cette astuce pour les pâtes qui m'avait marqué. Choisir des pâtes complètes, ok, mais surtout les cuire al dente. Ça change vraiment quelque chose, la cuisson al dente? Ah oui, c'est significatif. Quand les pâtes sont al dente, l'amidon est moins gélatinisé, moins décomposé par la cuisson. Du coup, nos enzymes mettent plus de temps à le digérer. L'absorption du glucose est plus lente et l'IG est plus bas que pour les mêmes pâtes trop cuites, toutes molles. C'est une astuce simple mais efficace. Incroyable comme la préparation peut jouer. Finissons ce tour des bons aliments avec les matières grasses. L'idée, c'est pas de les supprimer, mais de bien les choisir. Tout à fait. Il faut limiter les graisses ajoutées en général, mais surtout choisir les bonnes, les graisses insaturées. On pense aux huiles végétales. L'huile d'olive extra vierge, qu'on peut même utiliser pour une cuisson douce, l'huile de colza, riche en oméga 3, l'huile d'avocat, de lin, et puis les noix et les graines. Amandes, noix de Grenoble, graines de chia, de lin, c'est parfait en petite quantité comme collation. C'est dense en énergie, mais ce sont de bonnes graisses et des fibres. Et ça aide à la satiété aussi, j'imagine. Oui, ça contribue à la satiété et ça peut aussi ralentir l'absorption des glucides du repas, un peu comme les protéines. Bien, on commence à avoir une bonne idée de l'assiette idéale. Maintenant, regardons l'autre côté. Les aliments à modérer, voire à éviter. Quels sont les points de vigilance? Sans grande surprise, les sucres ajoutés et raffinés sont en première ligne. Les bonbons, confitures, miel, sirop, soda, boissons sucrées. Et les jus de fruits?
même les 100% pur jus. Oui, même eux. Ils font monter la glycémie très vite et très fort. Les céréales raffinées aussi, j'imagine. Pain blanc, riz blanc instantané, les pâtes trop cuites dont on parlait, la plupart des céréales du petit déjeuner. Exactement. Ce sont des glucides qui ont perdu leur fibre, une partie de leurs nutriments. Du coup, digestion rapide, IG élevé. Et puis il y a un cas particulier, la pomme de terre. Ah oui, la fameuse pomme de terre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la source? Elle souligne que l'IG de la pomme de terre varie énormément. Ça dépend de la variété, mais surtout de comment on la cuisine. Les purées, les frites, la pomme de terre au four, ça a un IG très élevé. Donc, la recommandation, c'est d'en manger avec parcimonie. En petite quantité, pas trop souvent, surtout si on a du mal à équilibrer sa glycémie. Et il y a cette histoire de pommes de terre refroidies. Oui, ce n'est pas explicitement dans ce qu'on a lu, mais c'est cohérent. Une pomme de terre cuite, puis refroidie, utilisée en salade par exemple, forme de l'amidon résistant. Cet amidon se comporte un peu comme une fibre, et du coup, l'IG de la pomme de terre froide est plus bas que celui de la même pomme de terre chaude. Ça montre bien la complexité du truc. C'est bon à savoir ça. D'autres aliments à limiter? Oui, les graisses saturées, surtout les graisses trans. On les trouve beaucoup dans les fritures, les produits ultra transformés, les pâtisseries industrielles, les viennoiseries, certaines charcuteries, les viandes grasses. Elles sont mauvaises pour le cœur et le risque cardiovasculaire est souvent lié au diabète. Et bien sûr, on l'a dit, les boissons sucrées, c'est non. L'eau, ça doit rester la boisson numéro 1. Le thé, le café sans sucre, ça va? Oui, en général, avec modération, ça passe. Et justement, quid de l'alcool et de la caféine? Quelle est la recommandation? La modération, c'est vraiment le mot-clé. L'alcool, c'est compliqué, il peut faire baisser la glycémie, parfois trop, et provoquer une hypoglycémie. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il bloque la production de sucre par le foie. Donc si on boit à jeun, ou beaucoup, ça peut être dangereux. Il faut être très prudent, en parler à son médecin et toujours boire en mangeant quelque chose. D'accord. Et la caféine? La caféine, chez certaines personnes, ça peut faire monter un peu la glycémie. Mais c'est assez variable d'une personne à l'autre. Là encore, il faut observer comment on réagit et rester modéré. Très clair. Bon, passons à des conseils un peu plus pratiques. Comment on met tout ça en musique au quotidien? Les sources donnent quelques astuces. Par exemple, manger 3 repas réguliers, pas plus de 6 heures entre eux. Oui, cette régularité, ça aide à garder un niveau d'énergie stable et ça évite les grosses fringales qui poussent à faire de mauvais choix. Ça permet aussi au corps de mieux gérer l'arrivée des nutriments. Si on attend trop longtemps, on risque d'avoir très faim au repas suivant, de manger trop vite, ce n'est pas idéal. Et les collations dans tout ça? Le document dit qu'elles sont possibles si on a faim, idéalement protéinées, mais pas obligatoires. C'est ça. Si une collation aide à tenir jusqu'au repas suivant sans excès, pourquoi pas? Une poignée d'amandes, un yaourt nature, un œuf dur, ça peut être pertinent, mais ce n'est pas systématique. On a aussi parlé des techniques de cuisson. On a vu les pâtes al dente, le document recommande aussi la vapeur, la papillote, le mijoter, et de garder les légumes un peu croquants. Oui, ce sont des cuissons douces qui préservent mieux les nutriments. Et comme pour les pâtes, une texture plus ferme pour les légumes, ça veut souvent dire une digestion un peu plus lente, donc un impact potentiellement un peu moins fort sur la glycémie que des légumes tout mous en purée. Et il y a cette astuce qui m'a vraiment surprise. Ajouter du vinaigre ou du jus de citron à un repas pourrait faire baisser la glycémie après manger de 25 à 30%. Ça paraît énorme, c'est sérieux ce truc? Oui, c'est une piste très intéressante et qui est documentée. L'acidité, comme celle du vinaigre ou du citron, ça semble ralentir la vidange de l'estomac. C'est-à-dire? C'est-à-dire la vitesse à laquelle la nourriture quitte l'estomac pour aller dans l'intestin, là où les sucres sont absorbés. En ralentissant ça, on lisse l'arrivée du glucose dans le sang. L'effet exact peut varier, mais c'est une stratégie simple. Un peu de vinaigrette sur la salade, un filet de citron sur le poisson, ça vaut le coup d'essayer. Incroyable. Une dernière astuce pratique? Utilisez plein d'herbes et d'épices. Ah, ça c'est du bon sens, mais c'est essentiel. Les herbes, persil, coriandre, basilic, menthe, et les épices, ail, oignon, curcuma, cannelle, cumin, poivre, ça donne du goût sans ajouter de sel ou de sucre. On sait que le sel, c'est pas terrible pour la tension, souvent un problème aussi avec le diabète. Donc, utiliser herbes et épices, c'est une façon saine et gourmande d'améliorer ses plats. Parfait. Avant de conclure, il y a un point que le document aborde rapidement, l'alimentation cétogène. Il la mentionne comme une option thérapeutique reconnue pour inverser le diabète de type 2. C'est une approche très différente, non?
Oui, c'est important d'en toucher un mot. C'est une stratégie qui fait parler d'elle, mais qui est radicalement différente des recommandations classiques qu'on vient de voir, basées sur un apport modéré en glucides. Le régime cétogène, c'est très très pauvre en glucides, moins de 20 grammes net par jour en général. C'est modéré en protéines et très riche en bonnes graisses, souvent 70-75% des calories. Moins de 20 grammes de glucides par jour. C'est quoi les sources de glucides dans ce cas? Eh bien, il n'en reste plus beaucoup. Ça veut dire éliminer quasiment tous les féculents, les céréales, les légumineuses, le sucre, la plupart des fruits. On garde surtout les légumes verts très peu glucidiques, les viandes, poissons, œufs, les bonnes huiles, les noix, quelques petites baies, l'avocat, le citron. Le corps, privé de glucides, se met à utiliser les graisses comme carburant principal en produisant des cétones. C'est un changement métabolique énorme. Exactement. Et c'est pour ça que la source insiste sur un point absolument crucial. Si on veut essayer ça, surtout si on est diabétique et sous traitement, il faut impérativement le faire sous surveillance médicale stricte. La baisse des glucides peut faire chuter la glycémie très vite. Si on prend des médicaments ou de l'insuline, il faut ajuster les doses très rapidement, parfois dès le premier jour, sinon c'est l'hypoglycémie grave assurée. D'accord, le message est très clair. C'est puissant, mais ça ne s'improvise pas. Encadrement médical obligatoire, merci pour cette précision, c'est essentiel. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a vu à partir de ces sources. Le fil conducteur, c'est vraiment la gestion de l'impact des aliments sur la glycémie. Choisir des aliments bruts, riches en fibres, avec un IG bas ou modéré. Construire son assiette intelligemment. Beaucoup de légumes, des protéines de qualité, des bonnes graisses et des glucides complexes, bien choisis, bien cuits et bien répartis sur la journée. Et ne pas oublier l'influence de la cuisson, et même ces petites astuces comme l'acidité. Tout à fait. L'alimentation, ça apparaît vraiment comme un outil très puissant. Mais ce qui ressort aussi très fort, c'est l'importance de l'adaptation à chacun. Absolument. Il n'y a pas une seule diète spéciale diabète qui marche pour tout le monde. Les besoins, les réactions, les goûts, ça varie tellement. C'est pour ça que la recommandation de consulter un professionnel de santé, diététiste, nutritionniste ou médecin, revient sans cesse. C'est fondamental pour construire un plan qui soit efficace, mais aussi agréable et tenable sur le long terme. Pour finir, une petite réflexion peut-être, inspirée par cette histoire d'acidité. On voit qu'au-delà du choix des aliments eux-mêmes, des techniques culinaires toutes simples, presque des trucs de grand-mère comme le vinaigre ou le citron, peuvent avoir un vrai effet physiologique. Est-ce que l'exploration plus systématique de ces savoir-faire culinaires, validés par la science, ne pourrait pas nous offrir des leviers supplémentaires, faciles d'accès et pas chers, pour mieux gérer notre santé au quotidien? C'est une piste intéressante, je trouve, qui nous rappelle que la santé, ça se joue aussi dans les détails de notre cuisine.